Tout au long de cette semaine, on s'intéresse sur RCF aux opportunités de formation et d'embauche dans l'industrie et plus particulièrement dans la métallurgie. Oui, quand on est à la recherche d'un emploi, on ne pense pas immédiatement à la métallurgie, c'est un fait. Et pourtant, il y a de réelles opportunités dans ce secteur et on va vous le montrer jusqu'à vendredi. Chaque jour, je vous propose un témoignage différent, ainsi vous entendrez un salarié, un apprenti, un chef d'entreprise ou encore des accompagnateurs. Oui, des accompagnateurs, car cette série d'entretiens a été rendue possible par le GEC Indus Lorraine. GEC, c'est l'acronyme de Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans l'industrie et la métallurgie. C'est une association récente, elle a tout juste 3 ans. Et pour planter le décor, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui ces deux chargés de projet. Bonjour Laura Thirion. Bonjour. Et bonjour Cindy Bonnat. Bonjour. Donc grâce à vous, on va parler sur cette antenne de contrats de professionnalisation, d'apprentissage, de suite de parcours et nous donnerons aussi la parole aux entreprises. Mais aujourd'hui, donc gros plan sur l'association pour laquelle vous travaillez, le GEC Indus Lorraine. C'est quoi exactement cette association, Cindy ? Alors, le GEC est une association effectivement à but non lucratif dont l'objectif est de se faire rencontrer des demandeurs d'emploi ou des personnes en reconversion et des entreprises de la métallurgie en Lorraine. Et pourquoi elle a vu le jour concrètement ? Donc elle a tout juste 3 ans l'association, donc ça devait répondre à un besoin. À l'époque, on s'est dit, on n'arrive pas à recruter ? Effectivement, alors la création du GEC Indus en Lorraine provient de l'UIMM Lorraine, donc le syndicat patronal de la métallurgie, qui s'est rendu compte que ces entreprises adhérentes avaient des difficultés de recrutement. Donc ça veut dire des postes à pourvoir, mais peu ou pas de candidats suffisamment qualifiés pour accéder aux métiers proposés. Et c'est donc là, Laura et Cindy, que vous intervenez. C'est votre métier, vous êtes en quelque sorte des facilitateurs ? Oui, c'est ça. On va faire l'intermédiaire en fait entre les entreprises qu'on va rencontrer et qui vont nous faire part de leurs besoins en recrutement. Et ensuite, on va aller chercher des personnes qui ont envie de se former et de se professionnaliser dans les métiers qui sont proposés. Donc le GEC Indus Antenne Lorraine, là je vois sur un de vos flyers le mot antenne, ça veut dire que le GEC Indus c'est une association qui existe un peu partout en France ? Alors notre GEC Indus est une antenne en fait d'un GEC Indus alsacien qui existe depuis plus de 10 ans, sur lequel en fait l'UIMM s'est appuyé pour créer une antenne en Lorraine. Plutôt que de tout réinventer, ça fonctionnait très bien en Alsace, donc ils se sont dit on va copier ce modèle-là en Lorraine. Ensuite, les GEC en fait c'est un label national, donc il existe en France différents GEC dans différents secteurs d'activité. Mais on n'est pas finalement dépendants les uns des autres. On a une fédération nationale qui va nous délivrer le label et nous le reconduire chaque année, puisque la fédération va vérifier que nous répondons chaque année aux critères GEC. Cindy et Laura, vous êtes les deux chargés de projet du GEC Indus Lorraine, il n'y en a pas d'autres. Vous intervenez à vous deux sur l'ensemble des départements de la région ? C'est ça, sur toute la Lorraine. Vous êtes répartis le travail comment, Laura ? Alors, c'est plutôt par le territoire qu'on s'est répartis. Cindy s'occupe globalement de la moitié nord de la Lorraine et moi plutôt de la moitié sud. Et vous êtes en lien avec combien d'entreprises ? Jusque-là, 32 entreprises nous ont fait confiance, dont 11 nouvelles depuis début 2019. C'est-à-dire qu'il y a aussi pour vous un travail de prospection, vous essayez d'entrer en relation avec de nouvelles entreprises ? Oui, alors les entreprises entrent en contact avec nous par le biais de l'UIMM, par le biais de leur OPCA ou par d'autres partenaires qu'elles connaissent. Et puis nous faisons aussi un travail de prospection pour aller vers elles. Donc votre métier, c'est de recruter, de former et d'accompagner. Vous fonctionnez essentiellement par contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. Quelle est la part des deux d'ailleurs ? On peut supposer qu'il y a plus de contrats de professionnalisation que d'apprentissage ? Oui, on est principalement sur du contrat de professionnalisation parce qu'on essaye de faire des contrats qui vont s'approcher au mieux des exigences de l'entreprise. Et avec le contrat de pro, on est beaucoup plus libre et on peut personnaliser le contenu de formation par rapport aux attentes des entreprises et aux qualifications de base des personnes qu'on va recruter. Donc votre fonctionnement, vous identifiez les besoins des entreprises vous font confiance, et là, c'est vous, en tant que GEC, qui allez passer une annonce via Pôle emploi, par exemple ? Par exemple, le GEC en fait est l'employeur quand le projet se fait. Donc ça veut dire qu'on est vraiment un intermédiaire par là. Le GEC va faire un contrat de mise à disposition avec l'entreprise concernée, un contrat de travail avec la personne qui va débuter. Et effectivement, donc le GEC s'occupe de toute la partie recrutement en passant des annonces, en cherchant des candidats par tous les biais, par les centres de formation, par
tous les biais possibles. Le GEC ensuite organise la formation, on ne forme pas en direct, on s'appuie sur des organismes de formation, notamment les organismes de la branche, et on fait, nous, donc le chargé de projet, aussi l'accompagnement de nos salariés. Mais quels sont les avantages du GEC ? Pourquoi passer par le GEC pour un recrutement plutôt pour une entreprise que recruter directement ? Pour une entreprise, c'est surtout le gain de temps qui prime, puisque l'entreprise n'a pas forcément un service RH dédié, elle n'a pas forcément le temps ni les moyens de s'en occuper. Nous, on a aussi un vivier de candidats qui n'est pas le leur, puisqu'on a la possibilité de prendre du temps, d'aller voir les associations, d'aller voir Pôle emploi, d'aller voir les missions locales, et puis de rencontrer des candidats en amont. On optimise les coûts de la formation puisque le GEC réunit plusieurs entreprises et sur des contrats de pro, par exemple, qui peuvent coûter assez cher, le GEC va réunir plusieurs entreprises pour avoir plus de personnes sur une session de formation et donc diviser le coût de la formation par autant de participants qu'il y en aura. Le GEC permet aussi donc un accompagnement des salariés que l'entreprise n'est pas forcément capable de faire en interne, c'est-à-dire que nous on intervient pour justement aider sur des questions de logement, de permis et même au quotidien plus sur une médiation entre le tuteur et la personne employée quand ça se passe pas forcément bien du premier coup ou même quand il y a juste des petits couacs pour éviter que ça ne pose des vrais problèmes à la suite. On organise des points réguliers avec les tuteurs, ce qui permet du coup que le contrat se passe bien et en principe, on a des taux de rupture qui sont moins élevés en passant par le GEC qu'en faisant un contrat directement entre l'entreprise et son salarié. Donc il y a des avantages à la fois pour les entreprises et aussi pour les salariés. Il y a même que des avantages, si je comprends bien. D'autant que pour les salariés concernés, vous êtes là pour... proposer un accompagnement vraiment personnalisé en fait, Cindy Bonnat. Oui, tout à fait. Alors l'accompagnement va être varié en fonction des différentes problématiques que peuvent rencontrer les personnes. Donc ça peut être simplement un accompagnement, comme le disait Laura, régulier, où on va aller rencontrer les salariés dans l'entreprise, mais aussi en organisme de formation pour s'assurer que tout se passe bien. Comme on est sur des contrats en alternance, on a vraiment ça, la partie entreprise et la partie formation. Donc notre rôle, c'est vraiment de s'assurer que pour le salarié, ça se passe bien dans les deux domaines. Ensuite, il peut y avoir des accompagnements un petit peu plus renforcés pour tout un tas de problématiques. Laura a évoqué notamment le logement. On peut avoir des problématiques liées à la mobilité. Nous, ce qu'on vend entre guillemets aux entreprises, c'est le fait d'avoir des personnes qui vont être libres en termes de mobilité, par exemple. C'est-à-dire qu'on va permettre déjà en amont du contrat que la personne soit logée et soit mobile et la possibilité tous les jours d'arriver au travail à l'heure. Et ça rassure aussi les entreprises et ça leur permet quelquefois d'accepter des profils en contrat de professionnalisation qu'elles n'auraient peut-être pas embauchés par d'autres biais en fait parce que certaines problématiques peuvent faire peur finalement. Donc là, on assure par ce biais-là à l'entreprise que la personne va pouvoir tous les jours aller sur son poste de travail à l'heure. Ça m'intéresse, soyons concrets, quels sont les profils qui font peur aux entreprises ? Ça peut être effectivement des personnes qui n'ont pas de permis de conduire et puis ça veut dire comment elle va se débrouiller tous les jours pour arriver au travail. On a des entreprises qui sont des fois sur des zones industrielles qui ne sont pas couvertes par les transports en commun ou les transports en commun ne couvrent pas aux horaires parce qu'on a des personnes qui travaillent en 3-8, qui ont des horaires de nuit. À ce moment-là, on n'a pas toujours un bus pour aller travailler. Donc sur certains secteurs en Lorraine, on a, il faut le savoir, des services de navettes qui proposent d'aller chercher des salariés à leur domicile et de les emmener au travail. Et nous, on va faire ce lien en fait entre le salarié et le bon organisme qui va l'aider. C'est pas nous qui allons effectivement aller les chercher, les emmener, mais on est en mesure de proposer en fait des liens vers d'autres associations, d'autres structures qui sont en capacité de le faire. Un contrat d'apprentissage, ça s'adresse à un public spécifique entre 16 et 30 ans. Nous entendrons cette semaine le témoignage de Pierre. Un contrat de professionnalisation, ça s'adresse à tous les âges ? À tous les âges, jusqu'à la retraite finalement. Parmi nos effectifs en contrat de professionnalisation, on a accueilli des personnes entre 19 et 57 ou 59 ans. Donc il y a une part bien sûr du temps qui est passé dans l'entreprise, il y a une part aussi de formation. Ça dure combien de temps cette partie contrat de professionnalisation avant de passer vraiment à l'activité salariée pleine ? Alors, un contrat de professionnalisation, et ça c'est le droit du travail, dure minimum 6 mois.
Donc nos salariés sont minimum 6 mois en contrat avec nous. Ensuite, tout dépend du métier et de la qualification qu'on vise dans le contrat de professionnalisation. C'est ça en fait qui va déterminer finalement la durée du contrat. En général, on est sur des contrats en moyenne de 9-10 mois. On va entendre des témoignages cette semaine. Est-ce qu'une partie du public que vous accompagnez, il s'agit de personnes qui au départ ne pensaient pas du tout au métier de la métallurgie ? Alors oui, ça peut effectivement arriver. On aura notamment le témoignage d'une personne qui a travaillé dans le bâtiment, dans le forage et qui est aujourd'hui soudeur dans la métallurgie. Et effectivement, il ne se dirigeait pas nécessairement vers ce métier-là. C'est plus l'environnement de travail qui a fait que finalement il s'est dit tiens, soudeur, ça pourrait me correspondre, mais il en parlera mieux que moi, ou en tout cas on le détaillera mieux son parcours dans les jours à venir. Laura Thirion, ce sont des métiers qui font peur, les métiers de la métallurgie ? Peur, je ne sais pas, mais c'est des métiers qui ne sont pas forcément connus. Et puis quand on pense métallurgie, on pense souvent exclusivement à la soudure. Sur des annonces de soudeurs, on n'a pas forcément de mal à retrouver des candidats puisque c'est un métier qu'on arrive à s'imaginer. Par contre, on a des tas de métiers dans la métallurgie qui ne sont pas forcément connus. Par exemple, on va avoir le témoignage cette semaine d'une entreprise de peinture industrielle. On ne pense pas forcément à la peinture industrielle quand on pense métallurgie. On va avoir le témoignage d'un apprenti en système numérique, donc quelqu'un qui fait plutôt des travaux d'électronique. Et là, c'est quelque chose c'est une chose à laquelle on ne pense pas forcément aussi de prime abord. On travaille beaucoup sur des métiers d'usineur, donc du tournage et du fraisage, des métiers qu'on pourrait croire morts mais qui ne le sont pas du tout. Donc il y a une grande diversité de métiers en fait dans le domaine de la métallurgie. Effectivement, de l'assemblage, du montage, de l'électricité, tout ça, ça reste des métiers qu'on retrouve dans les entreprises de la métallurgie et surtout en Lorraine. Donc métier manuel qui demande tout de même une certaine précision, une certaine dextérité, des compétences qui sont récompensées au fil du temps quand on gagne en expérience. Est-ce que ce sont des métiers dans lesquels on peut gagner convenablement sa vie aujourd'hui ? Oui, ce sont des métiers dans lesquels on peut déjà gagner convenablement sa vie et surtout dans lesquels on trouve du travail, donc dans lesquels on a, je n'irai pas jusqu'à dire la certitude, mais en tout cas de bonnes chances de trouver un emploi tout au long de sa vie. Eh bien, merci en tout cas Laura et Cindy pour toutes ces explications autour du fonctionnement du GEC. Une dernière question tout de même, ce groupement, cette association pour laquelle vous travaillez, cela représente tout de même certainement un coût à part entière qui est calculé de quelle manière ? C'est un coût pour les entreprises qui font appel à vous ? Alors les entreprises effectivement ont un taux de refacturation sur le salaire des personnes que nous embauchons. Donc on le disait en présentation, l'employeur est bien le GEC, on met les personnes à disposition, donc on refacture finalement les salaires des salariés auprès des entreprises, et le taux de refacturation est défini par les entreprises elles-mêmes, puisqu'on est sur un groupement d'employeurs. Ce sont les entreprises adhérentes au groupement qui prennent ce genre de décision quant au taux de refacturation. Eh bien, merci pour la précision. Demain, nous parlerons à nouveau de contrats de professionnalisation avec des personnes qui sont justement actuellement en alternance. Donc à demain. À demain.